bienvenue pour ce troisième rendez-vous des Garrigues sur le thème Crocon. Donc, depuis le mois de janvier, nous organisons des soirées en visioconférence pour parler de l'alimentation en garrigue. Donc, ce projet est né d'un appel à projet de la région Vos solutions pour une alimentation durable, auquel nous avons répondu conjointement avec l'association Pic-Assiette, le centre de formation des maisons familiales et rurales des Garrigues, qui se situe à Claré, et le collectif des Garrigues. Pour commencer à animer ce projet qui débutera que plus tard, on a voulu organiser des rencontres sous forme de visioconférence, puisque c'est difficile de se retrouver en ce moment, pour commencer à faire connaissance avec le réseau des mangeurs, des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs qui se situent et qui travaillent sur le territoire des Garrigues. À terme, quand le projet débutera officiellement, on organisera des rencontres sur le terrain, sur les différents sous-territoires des Garrigues, on va dire, le Pic Saint-Loup, les Costières de Nîmes, la vallée de l'Hérault, etc. Donc, pour travailler ensemble avec les habitants, les mangeurs, les consommateurs, les producteurs, on souhaite faire à la fois une cartographie des aliments produits sur le territoire des Garrigues et travailler ensemble sur un livre qui proposera des menus pour pouvoir manger tout au long de l'année avec des produits locaux de saison et de qualité. Et ce projet se terminera en beauté par un banquet final auquel nous mettrons en œuvre les menus qui ont été travaillés pendant toute cette période. Donc, ce soir, nous retrouvons donc en cuisine, toujours avec Franck, qui était là depuis le début. Bonsoir, bonsoir. Et on a un invité qui est Jean-Marie Etienne, producteur d'olives, et à qui je laisse la parole pour se présenter et nous dire exactement qui il est, quelle casquette, qu'est-ce qu'il représente. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Marie Etienne, je suis oléiculteur à Bellegarde. Je préside l'huilerie coopérative de Beaucaire. Je préside le site remarquable du goût, les Olivettes du pays de Nîmes. Je suis vice-président du syndicat de l'AOP Olives et huile d'olive de Nîmes. Et je suis un acteur engagé de la défense des produits du territoire, on va dire. Et je connais pas mal la culture de l'olivier. Merci. Donc voilà, ce soir, on va profiter de votre présence pour nous expliquer un peu plus ce qu'est ce réseau national des sites remarquables du goût, pour nous parler un peu plus des spécificités de l'olive et de l'huile d'olive du pays de Nîmes. Et en parallèle, Franck va nous présenter une recette spéciale, enfin qui va cuisiner en direct, qui sera faite avec de l'huile d'olive qui provient, une huile d'olive du pays de Nîmes. Le suspense sur la recette. Alors, on lève le suspense. À toi, Franck. On va donner quelques indices. Je vais faire une entorse ce soir parce que je vais quitter le territoire du Pic Saint-Loup. Donc, je sais, c'est pas bien, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais on va aller faire un tour du côté de la Provence puisque j'avais envie, pour des convictions personnelles et pour faire plaisir à une partie de ma famille, vous présenter ce soir la pompe à l'huile. Alors, la pompe à l'huile, c'est un des 13 desserts provençaux qui était servi au moment de Noël, qui devait être présent sur le buffet du 24 au soir, mais qui se terminait d'être consommé le 25, puisque la tradition dit que le 24 au soir, on trempait ce produit dans du vin et que le lendemain, on pouvait le tremper dans du café. Donc, voilà. Donc, on va voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est une recette qui est extrêmement rapide. Elle est vraiment très simple. Hein. Elle demande que très peu d'éléments. Et le résultat est vraiment sympa. Donc, le résultat, on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard. Super. Merci. Alors, on va revenir à Jean-Marie Etienne, où les premières questions qu'on souhaitait vous poser, c'était de nous faire une petite présentation du réseau national des sites remarquables du goût, et plus particulièrement de l'olive du pays de Nîmes.
Bien, ben, les sites remarquables du goût sont gérés par une fédération nationale. Il y a environ 70 produits emblématiques de notre territoire, donc soit en AOP, donc appellation d'origine protégée, en IGP ou en label rouge, ou un produit bien spécifique à une zone ou une région ou une commune. Souvent, ils sont associés à des plus beaux villages de France, hein, par exemple pour la vache de Salaire ou le fromage de Salaire, ou le vin de Saint-Émilion, pour ne citer que cela, ou le Châteauneuf-du-Pape, pas loin de chez nous. Cette fédération fait une assemblée générale tous les ans, bien sûr, et fait environ 15 à 20 salons par an, répartis sur tout le territoire, où sont présents environ 20, 25, voire 30, 35 produits, suivant les lieux et les périodes. Et donc, moi, j'ai participé depuis, on va dire, 7 ou 8 ans. J'ai commencé à Salaire et je représentais l'olive et l'huile d'olive de Nîmes avec les produits de la coopérative de Beaucaire, puisque j'ai la double casquette. Et comme ça, j'ai fait connaître le produit dans une zone où il n'était pas connu. Et de fil en aiguille, je dirais que c'est un peu une grande famille, cette Fédération nationale des sites remarquables du goût. Soit on a des producteurs individuels, beaucoup d'ailleurs, quelques coopératives comme moi qui la représentent. Et donc, à force de rencontres et de salons, ben, on se dit, oui, tu viens là, ça marche bien, à tel endroit. Et en 2019, avec l'aide du secrétaire de la coopérative de Beaucaire, qui a fait, je crois, 6 ou 7 salons, on a fini qu'on en a fait 15 ou 16, je crois, dans l'année. Et donc, on a sillonné la France, on va dire. Et donc, notre olive et notre huile d'olive de Nîmes est connue maintenant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Méréville dans l'Essonne, le Massif central, bien sûr, dans le Chasselas de Moissac, où c'est que je suis allé, dans le Cognac, bien sûr, à Segonzac, puisqu'ils ont un site aussi, qui marche très bien d'ailleurs. Il y a eu les derniers créés, c'est le champagne des Rissés, dans l'Aube. Il y avait les poissons de la Dombe. Voilà. Bon, après, ben, le Gard est en tête, je dirais, pour les sites remarquables du goût, puisque nous en avons 6. Donc, je vais les rappeler. Donc, le taureau de Camargue, la truffe d'Uzès, l'oignon doux des Cévennes. La dernière petite nez, c'est la figue de Vézénobre. Et nous, l'olive et l'huile d'olive de Nîmes. Super. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire un élément spécifique? Quel est le plus, l'atout de ce produit, de ces produits, l'olive et l'huile d'olive du pays de Nîmes? Bon, ben, l'olive de Nîmes se caractérise d'abord par sa variété, la picholine. Donc, c'est une olive. L'olivier est ancestral du Gard, je dirais, puisque à l'origine, il s'appelait la Colias, qui était dans la vallée du Gardon, du village de Colias. Au XVIIIe siècle, les frères Picholini sont venus d'Italie pour gagner leur vie en France. Ils ont vu que dans notre région, beaucoup de gens désamérisaient cette olive au mois de septembre, voire octobre, on va dire, à la Sande de Bois. Ils ont écrit ça dans le marbre, ils ont monté une confiserie à Saint-Chamond en Provence. Et aux forces de se montrer, je dirais, le mot Picholini est devenu francisé, est devenu Picholine. Donc tout le monde disait à la façon Picholine. Et la Colias est devenue la variété Picholine du Languedoc. Et donc après, en 2004, nous avons obtenu l'appellation pour l'huile. En 2007, l'appellation pour l'olive. En 2012, on a créé le site remarquable du goût, et ainsi de suite. Voilà, et maintenant, on produit quand même presque 60 tonnes d'huile d'olive AOP, et nous sommes à, on va dire, entre 10 et 20 tonnes d'olive. D'accord. Et du coup, cette AOP de Nîmes,
j'imagine qu'elle ne se produit pas que à Nîmes. Mais La non. portée géographique de cette appellation, elle est uniquement sur le Gard, ou vous nous avez parlé de la Provence. Dans ces grandes lignes, où est produit cette huile d'olive de Nîmes? Donc 205 communes du Gard et 40 de l'Hérault. En gros, les 2 tiers du Gard sud et toute la bordure du Vidourle de nos amis héroltais. Et la variété principale pour l'huile, donc c'est la picholine, il en faut au minimum de 70%. En seconde variété principale, vous avez la négrette. Et après, en variété secondaire, toutes les variétés de la région sud, on va dire, Aglando, Bouteillant, Négrette. Et une particularité de la terre d'argent, c'est la Broutignan. C'est une variété qui était plutôt sur Aramon, Beaucaire, Bellegarde. Les caractéristiques de la OP Merci beaucoup. olive, ben, c'est une olive verte qui est très ferme, qui se caractérise par un craquant assez important et qui a un goût de beurré noisette qui est très bonne pour l'apéritif, pour manger avec des charcuteries, pour agrémenter en allumettes comme le savent faire nos chefs cuisiniers avec une salade tomate ou autre. Et notre huile d'olive à Nîmes se caractérise par son fruité vert intense, une amertume marquée, des arômes d'artichaut cru, de pommes vertes, de plantes de tomates froissées, de prunes jaunes, d'ananas quand elle est cueillie un peu plus tard, et la finale poivrée qui gratouille la gorge, qui fait tousser le Parisien. Jean-Marie, j'en profite puisque j'ai de l'huile d'olive AOP, donc je vous la montre. Elle a une couleur exceptionnelle, c'est vraiment magnifique. Moi, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte aujourd'hui. Franchement, c'est un plaisir. Un plaisir pour les yeux et un plaisir pour les papilles. C'est très bien, merci. Mais on va profiter du coup, peut-être pour faire la transition. Voilà, super. Voilà. Il va falloir s'y mettre. Alors, la pompe à l'huile. La pompe à l'huile, donc, c'est un gâteau qui est d'origine provençale. Il se fait en 2 temps. On fait d'abord un levain avec de la farine, de la levure et de l'eau. Pendant que ce levain va pousser d'une manière dont je vais vous montrer originale, mais vous pouvez vous en servir en général même pour faire du pain, on fera une deuxième pâte. Ces 2 pâtes vont être assemblées. Normalement, on laisse pousser pendant 1 heure, 1 heure et demie à température ambiante. Moi, je ne vous cache pas que pour le temps qui nous est imparti, j'ai déjà fait une pâte, elle a déjà poussé. Et pendant le quart d'heure où elle va cuire, eh bien, je vous redonnerai la main. Peut-être une petite annotation sur le terme pousser. Alors, pousser, ça veut dire qu'on va laisser la pâte, on va laisser le temps à la levure de pouvoir faire son travail, c'est-à-dire de pouvoir dégager le gaz nécessaire à ce qu'on obtienne une certaine souplesse dans la pâte, qu'on ait quelque chose qui soit léger et aérien, et non pas une pâte qui ressemblerait à un sablé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est léger. Pour ce levain, donc j'ai de l'eau tiède, attention, mais de boulangerie, soit sur de la levure de boulanger, mais sèche. C'est-à-dire que ce sont des sachets que l'on trouve partout aujourd'hui et qui nous permettent donc de pouvoir obtenir le même produit qu'une levure de boulanger. Donc ce levain, je donnerai la recette, si vous voulez, moi j'avais pas de souci, j'ai rien à cacher, je pourrais vous donner la recette. Donc là, je fais mon levain, c'est-à-dire je vais juste incorporer mon eau, ma farine et ma levure. On va lui donner quelques tours pour bien la mélanger. Vous allez voir, c'est rapide. Ça fait un petit peu de bruit, je suis désolé, mais c'est parce que je fais le micro est juste à côté de là où je travaille. Donc, ça fait, je vais essayer d'être. On va descendre un peu peut-être, si ça marche. Voilà, on lui donne quelques tours nécessaires. Je vais vous sortir la boule de levain après et vous verrez comment on va avancer. La particularité de ce dessert, de cette pompe à huile, je vais vous montrer comment on faisait tout à l'heure. Quand on pressait l'huile, quand on pressait les olives dans le moulin, et bien pour récupérer tous les résidus d'huile d'olive qu'il y avait dans la meule, et bien les meuniers venaient jeter de la farine, ce qui permettait d'absorber l'huile, et ils ont créé ce gâteau
pour pouvoir systématiquement récupérer la farine et l'huile d'olive. Alors, vous allez voir, le levain est fait. Donc là, on est sur quelque chose de très simple. Vous voyez, je vous montre. Donc, j'ai ma boule de levain. Ma boule de levain qui est juste constituée de farine, de levure et d'eau. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais lui apprendre à nager. Je vais ce qu'on appelle faire la planche. C'est-à-dire que cette boule de levain, eh bien, je vais la plonger dans l'eau chaude. Je la plonge dans l'eau chaude et elle coule. Et vous allez voir, eh bien, dans 5-10 minutes, elle va remonter en surface et on estimera que le levain est prêt à être travaillé et à être mélangé avec la deuxième pâte. Donc, faire la planche à un levain, eh bien voilà, c'est ça. Des questions? C'est bon? Je continue? Amélie, dis-moi. Allez, on continue. Alors, pour faire la deuxième pâte, pareil, j'ai de la farine, j'ai du sucre, j'ai du sel et j'ai ma belle huile d'olive qui est là. Donc, je vais verser mon huile d'olive dans le batteur. Et comme il en reste toujours, eh bien, il en reste toujours au fond, eh bien, je vais faire comme les meuniers, c'est-à-dire que je vais mettre dedans une partie de ma farine qui va me permettre d'absorber le reste de mon huile d'olive et de ne pas la gâcher, tout simplement parce que déjà l'huile d'olive, eh bien, pour moi, c'est le Graal, celle-ci en particulier, et il est hors de question d'en gâcher. Donc, dans ces cas-là, eh bien, je mets ma farine dedans et ça me permet de récupérer donc l'huile entièrement de mon saladier, beaucoup plus facile puisqu'elle se solidifie en présence de la farine. Donc voilà ce que faisait le meunier quand il allait au moulin à huile. Eh bien, ça lui permettait de pouvoir et de nettoyer la meule et surtout de récupérer le produit. Donc là, une fois que c'est fait, je mets tout dans mon batteur. Je vais mettre mon sucre et mon sel. Et pareil, je vais faire ensuite et de pouvoir mettre en place ma pâte pour pouvoir faire la pompe à huile. Je vous laisse la parole le temps que je fasse ça pendant 5 minutes et après je peux revenir si vous voulez pour vous montrer comment on mélange la pâte. Alors, on avait juste une question, voilà, peut-être David. La question, c'est il nous manque les quantités, Franck. Alors, vous avez quoi noter? C'est parti. 500 g de farine, c'est-à-dire 250 g de farine pour le levain, 250 g de farine pour la deuxième pâte. Alors, on va dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. Pour le levain, 250 g de farine, 150 g d'eau tiède et soit 20 g de levure de boulanger fraîche, soit entre 6 et 7 grammes, donc ça correspond au poids d'un sachet que l'on trouve dans le commerce, de levure de boulanger sèche. Ça, c'est pour le levain. Pour la pâte en elle-même, on est sur 250 g de farine, 8 g de sel, 125 g d'huile d'olive, 150 g d'eau tiède et 80 g de sucre. Voilà, ça c'est uniquement les proportions pour cette pâte qui nous permettra après donc, de pouvoir fabriquer la pompe à huile. Merci. De rien. Super. Du coup, on va repartir un petit peu se balader en garrigue et parler un peu plus de l'olivier. Et quand on a préparé cette rencontre, on se demandait quelles étaient les étapes liées à l'olivier, à l'arbre. Donc, à quel moment est-ce qu'on doit le tailler? Alors, on parle des fois de mouche, s'il faut le traiter contre la mouche. Quand est-ce que doivent être récoltées les olives? Et voilà, est-ce qu'il y a des timings à respecter en fonction du type de transformation souhaitée, si on veut produire de l'olive de couche, de l'huile d'olive, voilà, quelles vont être ces grandes étapes liées à l'arbre et à sa transformation? Bien. Donc, la question est pour moi, je suppose. Voilà. Les questions. Donc, à l'heure actuelle, au mois de mars, c'est la saison de la taille. Donc, on taille l'olivier. On y donne de la lumière, on va dire.
On élimine les vieilles branches et on garde les rameaux qui ont poussé l'année dernière, puisque les olives vont sortir sur les pousses de l'année d'avant. Cette taille faite, on fera un petit coup de bouillie bordelaise à 1,25 kg au 100 litres pour être très simple, pour se protéger de l'œil de paon et de la cercosporiose, des maladies qui sont liées à l'humidité, donc qui risquent d'arriver au mois d'avril et mai, souvent quand il pleut. Déjà, cette fin février, il y a eu quelques brouillards, donc les risques sont là, on va dire, comme les températures sont assez élevées. Après, quand la nouaison a eu lieu, c'est-à-dire que l'olive s'est formée après la fleur, qu'elle a été fécondée par son pollen, on va dire que vers le mi-juin, 20 juin, dans les régions précoces comme moi à Bellegarde, l'olive a atteint sa taille de 6 mm. À partir de ce moment-là, elle est réceptive à la piqûre de mouche, puisque la mouche, elle adore l'olivier pour pouvoir se reproduire. Donc, il va falloir se protéger de ces dégâts de mouche, puisque si la mouche pique l'olive, elle pond son œuf, dedans, il y a un petit ver qui va se développer, il va se nourrir à l'intérieur de l'olive. 24-28 jours après, il va sortir une nouvelle mouche. En 24-48 heures, ça va être une mouche adulte. Il faut savoir qu'une femelle peut pondre 300 œufs. Donc, en gros, tous les mois, une mouche donne 300 mouches. Donc, vous voyez l'exponentielle. Elle est plus forte que Covid, je crois. Donc, il faut se protéger. Nous avons une méthode très bio qui est l'argile, donc une barrière minérale, la kaolinite calcinée. Il y a plusieurs marques dans le circuit, on va dire. On fait des pulvérisations d'argile à 5 kg au 100 litres. On blanchit les arbres et ça fait première confusion visuelle pour la mouche qui voit un arbre blanc, donc elle ne se reconnaît pas trop. Et barrière minérale avec toutes ces micro-gouttes posées sur l'olive. Avec un peu de chance, si la mouche venait à pondre un œuf, il va être pondu sur une tache d'argile et donc il ne s'accrochera pas. Mais déjà, rien que le fait d'avoir mis ces micro-gouttes sur l'olive, elle ne voit pas sa bonne piste d'atterrissage. Je monte mon pouce souvent. Elle aime bien avoir une piste d'atterrissage pour la taille de l'olive, quoi. Et donc, avec les micro-gouttes, si on les regarde au microscope, ça fait quand même des montagnes et ça ne lui plaît pas. Donc, déjà, elle vient moins. Donc, tous les 24-28 jours, on va dire, on va renouveler cette application d'argile. Donc, ça fait 4 à 5 fois, puisqu'il va y avoir 4 ou 5 générations de mouches. Et puis, bon, fin septembre, début octobre, il pleut souvent, donc on ne peut pas renouveler à vitam aeternam non plus. Et donc, la cueillette de l'olive de bouche se fera de 10 septembre au 15 octobre environ pour la OP Nîmes et pour beaucoup d'olives vertes. Il faut savoir que toutes les olives sont vertes sur les arbres et puis deviennent violettes ou noires ou bleu foncé après, avec la maturité. Donc, on va commencer la saison de l'huile d'olive fin octobre ou mi-octobre, de plus en plus tôt, on va dire, avec le réchauffement climatique. On a gagné 30 jours en 15 ans. La coopérative à Beaucaire n'ouvrait jamais avant le 11 novembre. À l'heure actuelle, on tourne autour du 15-20 octobre. Et certains moulins commencent à triturer certaines variétés fin septembre. Parce qu'il y a des variétés précoces qui méritent d'être triturées à bonheur, on va dire, pour tirer certains arômes bien particuliers. Donc la récolte d'huile se fait de fin octobre à Noël, voire début janvier, s'il y a une grosse récolte, que ça dure un peu. La qualité de l'huile est donnée par les variétés, bien sûr, l'entretien du verger et la date de récolte. Les préconisations européennes dans les normes, c'est
cueillette aujourd'hui, trituration dans les 5 jours. Dans le cahier des charges de la OPENIM, nous mettons que 3 jours. Et la plupart des mouliniers, et moi les préconisations que je fais aux professionnels, c'est vous cueillez les olives aujourd'hui, vous les portez ce soir au moulin, demain on les triture, au pire le surlendemain. Comme ça on a 24-48 heures maxi, elles n'ont pas le temps de s'échauffer, donc de s'oxyder, et c'est très bon pour la qualité de l'huile. Comme ça nous avons des taux d'acide oléique autour de 0,15, 0,2 quoi. Il faut savoir que pour une huile vierge extra, il faut avoir un taux d'acide oléique de 0 à 0,8%. De 0,8 à 2%, c'est juste vierge. Au-delà de 2%, c'est lampante, donc non commercialisable. Lampante, ça vient, c'est pour la lampe à huile. On a gardé les méthodes anciennes, je dirais. Voilà pour une petite explication simple sur la saison. Ben, oui, puis du coup, vous avez un peu, vous avez répondu aux suivantes. Donc, c'est vrai que voilà, naïvement, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des arbres différents pour produire des olives vertes ou des olives noires? Même, enfin, c'est vrai quand on n'est pas spécialiste, on se dit peut-être que l'olive devient noire en restant sur l'arbre parce qu'elle prend le soleil. Donc là, voilà, vous nous avez répondu par rapport à ça. Alors, nous, on va être prêts là en cuisine pour la deuxième étape, je crois. Franck est en train d'allumer le four pour faire une question. cuire ce qui va être un dessert et qui pour l'instant se présente sous forme de 2 boules de pâte, l'une pleine d'huile et l'autre pleine de levain, autant que je puisse voir. Et donc, il va nous expliquer un peu comment la suite se compose. S'il y a une question, on a le temps d'une question peut-être Voilà, il y avait une question. Il y avait une question, mais je crois que ça a été un peu répondu. C'était est-ce qu'on pulvérise de l'argile? De quelle couleur est l'argile qui est pulvérisée? Blanche. Blanche, voilà. Il existe de l'argile verte ou grise. J'ai vu des tests, mais la grise avait quand même un bon résultat. Il y a eu des études de fait là-dessus, mais elle est un peu plus chère, je crois. Donc là, beaucoup travaillent avec l'argile, la kaolinite calcinée. C'est le produit qui est le plus répandu. On peut le faire avec du talc aussi. Très bien. Alors. Allez, eh bien, merci Jean-Marie. Donc là, voilà, nous, on a avancé avec Nadine, on a fait notre pâte. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Alors, j'ai mon levain qui est en train de faire la planche de ce côté-là. J'ai ma pâte ici, donc avec mon mélange d'huile d'olive, de farine. Suivant la densité, suivant les farines, il se peut que les quantités que je vous ai données, il faut peut-être ajouter 30 ou 40 grammes, ça dépend. Il faut que la pâte, vous voyez, elle reste souple, mais qu'elle ne soit pas collante. Hein. Mais il faut qu'elle reste souple. Il ne faut surtout pas qu'elle soit sèche. Donc, il se peut qu'on rajoute un petit peu de farine. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas un souci. Une fois que j'ai ça, je la remets dans mon bac. Je prends mon levain qui a fait la planche. Je vais le poser dedans et je vais mélanger les deux. Une fois que j'ai mélangé les deux, eh bien, je vais pouvoir, donc, avec cette goutte de pâte, je vais pouvoir former la pompe en elle-même. Ce que je vous propose, c'est que comme on a anticipé un petit peu, je vous montrerai la pâte terminée après si vous voulez, mais là, on va venir directement sur la pâte que l'on va mettre à cuire parce qu'il y a quelques particularités. Une fois que ma pâte a été formée, eh bien, je l'ai façonnée de cette manière. On l'étale à la main. On n'a pas besoin de rouleau. On l'étale à la main d'une manière ovale sur un bon centimètre d'épaisseur. Et ensuite, eh bien, vous devez dedans, pour des raisons, on va dire, religieuses, on doit avoir ce dessin. Alors, ce dessin, hop là, c'est simple, il y a toujours le rond au milieu, et après, on va y faire des fentes avec le couteau. Donc, par exemple,
là, ici, on en a fait 7. Eh bien, ou on en fait 7, ou on en fait 5. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, 5, on part du principe que ça représente les 5 doigts de Jésus, et 7, ça représente les jours de la semaine. Donc voilà, voilà pourquoi sur la pompe à l'huile, eh bien, on a toujours ces dessins qui font que ça permet normalement de pouvoir partager ce gâteau à part égale, puisque au moment du repas de Noël, il faut savoir que chaque convive qui est invité au buffet du repas de Noël, le grand buffet du 24 au soir, eh bien, doit goûter à l'ensemble des 13 desserts. Donc, ça permettait de pouvoir le partager. La dernière chose qui est importante, une fois que ce gâteau va être cuit, je vous montrerai, il ne faut surtout pas le couper avec un couteau. Pareil, hein, ce sont des légendes qui disent que la personne qui va couper la pompe à huile avec un couteau, eh bien, sera ruinée dans l'année. Donc, on prendra le pain, on prendra la pompe à huile et vous verrez, on la cassera à la main, on la rompra, ce qui nous permettra effectivement, voilà, d'éviter d'être ruiné. Déjà qu'en 2021, c'est pas gagné, donc on va éviter de s'en rajouter une couche. Voilà, donc je vais la mettre à cuire et on se retrouve dans 10 minutes. Je vous montrerai donc la pâte terminée et la pâte cuite. Merci Franck. Alors, de notre côté là-bas. De notre côté, nous n'avons pas de questions dans l'espace de discussion. Donc peut-être on va parler avant de la dernière partie des questions auxquelles je pensais. Moi, je suis allée acheter donc la fameuse huile d'olive. Peut-être qu'on peut montrer la bouteille à l'écran. Il me semble qu'elle est au-dessus de Franck. Voilà. Lorsque je me suis rendue donc au magasin, j'ai pu avoir une petite dégustation où on m'a présenté justement une olive qui avait plutôt une huile d'olive qui était, c'est vrai qu'on sentait donc le goût d'artichaut dont vous avez parlé. Après, j'ai été très surprise par une huile d'olive qui avait un goût d'olive noire, presque l'olive à la grecque qu'on peut en olive de bouche. Et cette dernière, qui était très fruitée, du coup, c'est moi qui ai fait la sélection. Je me suis dit, pour une pompe à huile, pour un dessert, elle m'a semblé plus appropriée. Peut-être que Jean-Marie Etienne, vous pouvez nous parler un peu plus des différentes huiles qui sont produites sur la OP de l'huile d'olive de Nîmes. Oui, bien sûr. Donc, au niveau de l'huile d'olive, il y a 3 fruités ou 3 goûts. On dit fruité mûr, fruité vert, fruité noir. Mais à l'heure actuelle, on dit goût intense, goût subtil, goût à l'ancienne. Donc, le fruité vert intense, c'est l'AOP Nîmes, c'est l'AOP Vallée des Baux avec la glande d'eau. Le fruité mûr ou goût subtil, c'est l'AOP Nyons avec la tanche. Et le goût à l'ancienne, c'est ce que nous, à la coopérative de Beaucaire, nous appelons la mamée. Donc, c'est un savoir-faire un peu particulier. Nous récupérons des olives plutôt noires. Nous les stockons dans des palox fermés. Alors, les palox, c'est des grosses caisses en plastique qui font 300 à 400 kilos. On les prend pas ajourés, avec un chapeau, un couvercle, avec un joint. On les remplit vraiment à ras-bord. On ferme ce chapeau. On a un petit presse-étoupe au milieu, c'est-à-dire un petit passage avec un joint où on passe une sonde température qui va au cœur du palox et on stocke ça dans une chambre chaude, je dirais. C'est une chambre froide sans rien, quoi. Et on relève les températures 2 à 3 fois par jour et on a une abac qui nous permet de suivre le cumul température-jour. Quand l'on arrive à un certain niveau, je ne me souviens plus, c'est dans tous les livres, hein, cette abac-là. Il n'y a pas trop de grands secrets, on va dire. En gros, en 5 jours, une semaine, quelquefois un peu plus longtemps si on le fait en décembre quand il fait froid. Il faudra peut-être 15 jours. On arrive à ce cumul température.
On ouvre le palox et vite, on triture les olives comme on le fait avec classiquement les autres, comme on veut triturer rapidement après la récolte. Et là, elles se seront échauffées naturellement, mais elles ne se seront pas oxydées parce que c'est sans air, en anaérobie. Donc, on va retrouver ce goût à l'ancienne, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Avant, on stockait les olives, on faisait des montagnes dans les greniers, et en provençal, au milieu de la montagne, on disait les olives sont coufites, donc confites. Par contre, tout le tour de la montagne, les olives étaient à l'air et elles s'étaient oxydées, et donc nous avions des arômes de défaut, des arômes de chaumet, des goûts de lie, de rance. Et c'est pour ça que cette huile d'olive était moins bonne, on va dire, il y a 40 ans. Et à l'heure actuelle, en ayant fait ce phénomène dans les palox fermés, on a reproduit ce goût de l'intérieur de la montagne sans avoir les défauts de l'extérieur. Et donc, on se retrouve avec ces arômes tout simples de tapenade noire, d'olive noire. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de piquant, et on est sur des olives confites, là, des arômes de champignons, de sous-bois. Donc, pour une pompe à huile, je pense que c'est quelque chose de très bon. Ah ben, j'aurais pu choisir autre chose alors. Moi, j'ai un petit péché mignon, on va dire, avec cette huile le goût à l'ancienne. Je fais des œufs au plat. Je mets un filet dans la poêle, je mets 3 tranches de poitrine roulée d'un bon porc, on va dire, de notre ami de la ferme du Beauregard de Marguerite, ou un noir de Bigorre de Pierre Matéron dans le Gers, 3 bons œufs, un bon pain et un bon vin. Tout va bien, il fait beau. Quelquefois, c'est simple la recette. C'est tout le sujet de notre projet, hein, c'est ça. On peut tellement se régaler avec des aliments simples et qui ont des goûts de garrigue, qui ont pris notre soleil. C'est super. Merci pour ces conseils. Est-ce que peut-être aussi, si dans l'assistance, il y a des personnes qui ont envie de faire qui ont envie de faire des remarques, vous pouvez nous faire signe dans l'espace de discussion. Alors, il y a Audrey qui nous a mis un petit message. David, je te laisse. Alors, Audrey, elle nous transmet l'information suivante, Audrey, que le savoir-faire particulier lié à la culture dans les olivettes du pays de Nîmes est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France. Cette reconnaissance a été attribuée tout récemment, en octobre 2020. Donc, merci Audrey pour cette précision complémentaire. Donc, Audrey, tu veux que je parle alors de cette inscription au patrimoine immatériel culturel de la France? Eh bien, ouais, ça serait bien d'en parler. Donc, c'était en mars 2019. Je participais à l'assemblée de notre fédération, c'était dans les Dombes. Et cette fédération recherchait des candidatures pour le ministère de la Culture. Et donc, j'ai proposé les olivettes du pays de Nîmes. Après sélection, mais nous avons été 4 sélectionnés. Il y a eu une enquête d'une ethnologue qui est venue pendant 1 jour et demi. À la fin de récolte, là, c'était fin 2019, début 2020. Donc, elle a visité des moulins modernes, elle a visité le moulin ancien de Bellegarde. On y a fait un repas avec tous les produits à la base d'olive et d'huile d'olive, dans un joli domaine de notre Beaucaire terre d'agence, on va dire. Et on y a fait visiter le moulin ancien de Bellegarde, on y a fait une démonstration de cueillette, on y a fait des conférences avec des personnalités impliquées, on va dire, et très férues d'olive ou d'olivier. Et cette dame a pris des notes, et au bout de quelques mois, elle nous a remis notre fiche. Il y a environ 25 pages. On a fait une relecture à quelques-uns de notre zone, avec quelques corrections, puisqu'il y avait eu quelques petites erreurs. C'est revenu, c'est reparti, il y a eu des échanges par mail, et après, ça a été envoyé dans les 4 ministères, et le ministère de la Culture l'a accepté, et donc on l'a inscrit au patrimoine immatériel culturel de la France. Nous avons eu la réponse au mois d'octobre
2020, donc en plein confinement. Donc, on ne pouvait pas faire de conférence de presse. Donc, on a fait comme on a pu avec des visioconférences ou des Facebook pour en parler et quelques rencontres avec des journalistes. Voilà. Ben voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Puis là, on va arriver à l'étape suivante, en quelque sorte, pendant qu'on en a une qui cuit, celle que tu avais préparée à l'avance. Voilà, tout à fait. Là, il nous montre un peu la boule de pâte faite et comment ça va se présenter. Donc voilà, donc là j'ai ma boule de pâte, c'est-à-dire que j'ai mélangé mon levain avec ma pâte que j'ai préparée en second. Donc là ça fait 500 grammes. Là, donc là un en peu plus, plus. j'ai un peu plus de 500 grammes. Hein. Donc j'ai quelque chose qui reste souple, vous voyez, c'est comme une pâte, elle ne colle plus, mais elle n'est pas sèche. Donc, soit vous la laissez entière, moi je vais la couper en deux. Je la coupe en deux, simplement parce qu'après c'est plus facile pour la former. Et chez vous, directement sur la plaque, vous farinez sur votre plaque de four et vous posez la boule comme ceci. Hop, voilà. Et vous étalez directement avec les mains sur votre plaque. Si vous voulez faire 1 centimètre un peu plus épaisse, si vous aimez que ça soit un peu plus épais, on étale la pâte comme ceci. Donc moi, je la veux relativement fine. Une fois que ma pâte est étalée à la main, eh bien là, je vais lui donner donc les fameux dessins. Soit je vais faire pour les doigts de la main, pour les jours de la semaine. Alors moi, j'ai un petit appareil qui est pratique, hein, j'ai un emporte-pièce. Donc je fais mon rond au milieu et après, on fait des entailles comme ceci. Alors moi, ce n'est pas régulier parce que je ne suis pas doué. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait vos entailles, eh bien, vous pouvez légèrement les écarter. N'ayez pas peur, ça ne va pas gâcher le gâteau, bien au contraire, c'est fait exprès. On a vraiment un produit qui est présenté tel qu'il doit l'être. Une fois qu'on a étalé sur la plaque, vous mettez ça dans un coin de la cuisine au chaud et vous laissez pousser pendant 1 heure, 1 heure 15. Quand je dis pousser, donc ça va gonfler. La levure va dégager son gaz, va dégager toute la partie qui va donner de l'air, qui va aérer la pâte et qui vous permettra derrière d'avoir un gâteau moelleux. Alors normalement, on devrait plus tarder à avoir donc le résultat. Donc Amélie, soit je te redonne la main pendant 5 minutes si tu as encore quelques questions à poser à Jean-Marie ou si les gens ont des questions à poser en général. Et on vient vous présenter avec Nadine donc la partie finale, la partie donc sortie de four et l'importance de l'huile d'olive, puisque vous allez voir qu'au moment où on sort le gâteau du four, il y a une manipulation à faire avec de l'huile qui permet donc de pouvoir avoir toutes les saveurs de l'huile d'olive qui vont se mélanger dans ce gâteau. Merci pour la suite de cette recette. Alors, on a un petit message dans la discussion de Francesco Picasso qui, lui, adore le goût de l'huile d'antan et qui fait un clin d'œil au lycée agricole de Nîmes-Rodillan qui produit de l'huile de Nîmes avec des pitcholines bio. Alors, peut-être travailler du coup, Jean-Marie Etienne aussi avec le lycée agricole pour former de nouveaux… Personnellement, j'y suis allé 2 ou 3 fois pour des démonstrations de taille, quand c'était Hélène Lasserre qui était professeure. Depuis, je n'y suis plus allé. J'ai fait des cours de dégustation d'huile au lycée agricole, dans la salle où on déguste les vins aussi. Là. Donc, il y en a un qui a le centre. On a le bruit de la cuisine. Je ne sais pas si David peut-être… Voilà. Alors, j'avais quelques dernières questions. On s'éloigne peut-être un peu de l'huile d'olive et de l'olive de Nîmes, mais c'est des questions que voilà, les gens peuvent se poser quand ils ont un olivier dans leur jardin. Comme on parle de recettes, moi, je me demandais, voilà, j'ai des oliviers dans mon jardin. En général, je laisse les olives pourrir toutes seules sur l'arbre.
Est-ce que c'est facile pour un particulier de faire lui-même sa saumure pour produire des olives de bouche? Ou est-ce qu'on peut apporter nos olives au moulin pour faire de l'huile? Est-ce que nos olives sont prises en considération? Est-ce qu'elles sont triées? Est-ce que voilà, des olives du jardin peuvent être dans une bouteille de votre AOP? J'en sais rien. Alors, il y a plusieurs questions là. Voilà. Donc, toutes les olives peuvent être désamérisées, soit à la lessive de soude, soit à la cendre de bois, soit à l'eau, en les taillant ou en les piquant ou en les écrasant. C'est l'olive cassée de la vallée des Baux. Bon, il faut savoir qu'il va falloir changer l'eau pendant 30 jours, donc ça représente une consommation d'eau assez importante. La désamérisation à la lessive de soude, alors c'est chimique certes, mais on met 1,5% et c'est fait entre 11 et 15 heures, on va dire. Quelques rinçages derrière, du sel, éventuellement un peu d'acide ascorbique, vitamine C pour conserver, et au froid et à l'abri de la lumière, et on peut garder les olives pas mal de temps, on va dire au moins 1 an. On peut faire de l'olive noire rien qu'au sel, donc on les pique et on les met au sel. Et la recette à la grecque, on va dire, ou à la tunisienne, il existe sur les réseaux, sur Internet, vous allez trouver toutes les recettes que vous voulez, hein. Je ne vais pas vous en donner aujourd'hui. Pour produire son huile, bon, si vous entreteniez bien vos arbres et que vos olives ne sont pas piquées, arrivées au moment où les moulins ouvrent, soit vous venez dans une coopérative comme nous à Beaucaire ou à Bezous ou à Sommières, en prenant une part, la part coûte 2 € à Beaucaire, vous avez de 0 à 200 kg, donc vous pouvez porter vos 50 kg que votre gros arbre aura produit, et ça sera une trituration en commun. Après, il y a certains petits moulins qui, à partir de 30 kg, 50 kg, 100 kg, font des triturations à façon, donc vous pouvez avoir l'huile de vos olives. Nous, à la coopérative à Beaucaire, il faudra quand même apporter au moins 300 kg, parce que nous avons des malaxeurs de 700 kg, donc on ne peut pas les faire marcher à moins de la moitié, on va dire. Super, merci. Voilà. Je crois qu'il y a Nadine qui a envie de dire que ça sent trop bon en cuisine et on vous a coupé le micro. Nadine, elle a envie d'y goûter. Donc voilà le résultat. Là, il sort du four. D'accord. Donc là, on l'a passé à 180 degrés pendant un quart d'heure. Et là où ça devient important aussi pour la pompe à huile, c'est-à-dire que quand elle sort du four, eh bien, avec l'aide d'un pinceau, je vais la badigeonner, mais vraiment la badigeonner complètement avec de l'huile d'olive. Hein, c'est-à-dire que ça va la rendre brillante, bien sûr, mais surtout, ça va aussi lui permettre d'avoir cette particularité. C'est un produit, c'est un dessert qui a le goût, qui a l'odeur de l'huile d'olive, donc il faut le nourrir. Il faut lui donner à manger pour qu'on ait quelque chose qui va pouvoir absorber et se prendre tous les goûts, toute la saveur de cette huile d'olive. Alors, les gourmands, soit on le mange maintenant, mais avec le risque de se brûler, donc on va attendre un petit peu. Vous pouvez la laisser rassir, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez le courage et vous tenez pendant une journée ou deux, eh bien, vous pouvez la laisser se reposer. Les saveurs vont se mélanger encore plus. Sinon, ça se conserve dans une boîte en ferraille, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un produit, il n'y a rien de dangereux, pas besoin de le mettre au frigo, pas besoin de le mettre en chambre froide. Dedans, c'est de la farine, du sucre, de la levure, de l'huile d'olive, du sel. Donc, pas de produit à risque. Donc, c'est un produit que l'on peut laisser dans un coin, sur un coin de la table, dans la cuisine et que l'on consomme quand on veut et comme on veut. Voilà pour la recette de la pompe à l'huile ce soir. Merci Franck. Mais de rien. Ça sent bon, hein, je confirme. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Il est 19h20. On avait annoncé que les soirées comme ça duraient 45 minutes, 1 heure. Je pense qu'on est bien niveau timing. Je tiens à remercier vraiment Jean-Marie Etienne
pour cette présentation et toutes les précisions que vous avez pu apporter. C'était très clair, très, très riche et je pense que voilà, on va être nombreux à avoir envie de découvrir cette huile. Et Franck aussi, tu as su nous mettre l'eau à la bouche, hein, nous donner envie de la découvrir, de la goûter. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.